s'étaient habitués à la façon de vivre des hommes et qui en étaient devenus totalement dépendants. Hein. Bien, alors ces osculums sont souvent décorés de têtes de monstres, de têtes de la gorgone méduse par exemple, ou de scènes érotiques. Alors pour quelle raison? Parce que l'obscénité ou ce qui est frais a le pouvoir de d'effrayer les mauvais esprits et de les chasser. Et donc les mauvais esprits rentrent par les ouvertures dans la maison et donc avoir un osculum décoré soit d'une tête de monstre, soit d'une scène cochonne, comme c'est le cas ici, eh bien effrayer les mauvais esprits, les empêcher de rentrer dans la maison. Voilà. Donc, je vous montre à quoi pouvait ressembler le mobilier qu'on pouvait retrouver dans ces péristyles, soit entre les colonnes, soit dans le jardin. Voilà, ici une table en marbre décorée de griffons, donc moitié lion, moitié aigle, avec des cornes d'abondance entre les pieds. Alors ces tables sont très hautes, donc nous on a un peu de mal avec cela. Nous, nos tables, elles font toutes plus ou moins la même taille. Hein. Dans l'Antiquité, les gens étaient très petits, et quand vous êtes confronté au mobilier romain, eh bien généralement, les tables, elles arrivent à la moitié du torse pour nous. Donc c'est vraiment très très haut, et les sièges étaient très hauts aussi. Alors nous, ça nous semble bizarre, mais observez un petit peu les personnes âgées, quand elles s'assoient dans un canapé ou sur une chaise, elles ont parfois beaucoup de difficultés à s'en extraire, parce que la chaise est en fait trop basse. Quand vous avez des sièges qui sont très hauts, eh bien forcément, vous n'avez aucune difficulté pour en descendre, et c'est pour ça que ces tables étaient si hautes en fait, puisque les sièges étaient hauts eux-mêmes, c'était bien conçu, c'était conçu pour les personnes âgées. D'accord? Ici, une fontaine qu'on a retrouvée aussi à Pompéi, fontaine en marbre, avec cette fois-ci des sphinx, donc moitié femme, moitié aigle, moitié lionne. Donc des lionnes à tête et poitrine de femme et dotées d'ailes d'aigle. Hein. Voilà. Et ici, je vous montre un petit abreuvoir à oiseaux en forme de tête de satyre. Voilà, c'est tout petit, on a retrouvé quelques-uns, ça fait 5-6 cm hein, en terre cuite. Ok, donc on poursuit. Donnant sur cette petite maison à la grecque, eh bien vous allez avoir toute une série de pièces. À commencer par la cuisine, qui est généralement l'une des pièces du fond. Hein. Alors la cuisine, je l'avais déjà dit, a été située généralement dans les jardins. Pourquoi? Parce que c'est dans la cuisine que démarrent généralement les incendies. Or on a très peur dans les villes romaines des incendies, qui se propagent très vite à cause des toitures. Quand vous regardez les poutres des toitures et des plafonds, elles sont toujours en bois. Et donc le feu se propage très très vite, surtout que les maisons sont des maisons avec balcon en encorbellement. Donc comme au Moyen Âge, vous avez des parties, le premier étage de la maison est généralement plus large que le rez-de-chaussée. Et donc vous avez les étages qui se touchent quasiment pour les maisons qui sont de chaque côté de la rue, ce qui permet d'apporter aussi de la fraîcheur à la rue dans un pays méditerranéen, c'est bien. Mais du coup, quand il y avait un incendie, ça se propageait très très vite. Et donc, comme c'est dans une cuisine que même encore à l'heure actuelle débutent les incendies, hein, à l'heure actuelle, vous pouvez avoir une friteuse qui prend feu ou un appareil électrique qui prend feu dans la cuisine, c'est pour cette raison que généralement les cuisines, à l'heure actuelle, quand vous avez une maison, donnent toujours sur le jardin. Donc, quand vous avez une entrée secondaire sur le jardin, elle est située dans la cuisine. Comme ça, vous pouvez jeter très rapidement le truc qui a pris feu dehors et éviter que l'incendie ne se propage à toute la maison. Donc, c'était le cas aussi. Donc là, vous avez quelques reconstitutions. Vous voyez un peu à quoi ça ressemblait. Le feu qui brûlait dans ces maisons était allumé avec du feu qui provenait du temple de Vesta. De cette manière, quand les gens faisaient un sacrifice, ils allaient chercher du feu sacré de la déesse Vesta dans la maison des gens riches dont ils dépendaient, et pas directement au temple. Imaginez un peu un jour de fête, si au temple on avait vu affluer tous les habitants d'une ville pour faire leur sacrifice, ça n'aurait pas été possible. Donc chaque foyer sacré de maison, chaque feu dans la cuisinière, est allumé avec le feu du temple de la déesse Vesta, et ce feu brûle tout le temps, on n'éteint jamais. Voilà, bon ça je vous ai expliqué. On continue. Dans cette pièce, vous avez aussi un exemple de salon. Donc les Romains ayant un atrium, c'est-à-dire un salon d'apparat dans leur maison romaine, n'avaient jusque-là pas besoin de salon. Maintenant, ils vont découvrir le charme des petits salons privés grecs. Et donc c'est un salon qui n'est pas conçu pour la réception, qui est juste fait pour vous reposer, et pour être là pour recevoir vos amis très proches, mais pas pour recevoir le public comme l'atrium. Ce qui veut dire qu'on va avoir une décoration beaucoup plus sobre, typiquement grecque en fait, hein, puisqu'on n'a pas besoin de faire étalage de sa richesse là, puisque c'est pour soi-même et pour ses amis proches, et avec des scènes mythologiques. Bon, c'est quelque chose qui est généralement plus raffiné que les atriums. Hein. Donc, puisqu'on va dépenser le même budget, mais en faisant appel à un grand peintre pour tout faire, ce qui veut dire que
bah forcément il va s'appliquer pour faire moins de tableaux mais de meilleure qualité. Voilà. Alors à votre avis, pourquoi est-ce que la décoration est si sobre et surtout pourquoi le bas de la décoration est-il si sobre, le bas des murs? Et tout simplement parce que dans un salon, vous avez des canapés et des fauteuils. Donc forcément, bah, les murs jusqu'à un tiers du mur, c'était caché par des meubles. Vous aviez plein de petits meubles d'appoint, vous aviez des plantes, bon, donc tout cela va dissimuler un petit peu la décoration murale. Donc c'est pas la peine d'avoir une décoration surchargée comme dans les atriums, puisque de toute façon le bas du mur est caché par des canapés. Ok. Alors des canapés, on en a retrouvé, hein, ce sont des canapés qui sont un petit peu, par exemple, à nos Chesterfield. Donc vous savez, ces canapés en cuir. Euh, Matelassé. Bon, donc on en a retrouvé, vous aviez des sièges en osier, un petit peu de tout. Donc ici, la peinture que vous voyez au centre représente Hercule quand il était bébé, qui est en train d'étrangler les deux serpents envoyés par la déesse Héra pour le tuer, lui et son petit frère. Donc voilà, on continue. Autre exemple de salon qu'on a retrouvé, donc le précédent, oui pardon, vient de la villa des Betty. Donc cette villa de riche affranchi qu'on visitera à Pompéi si vous faites encore du latin en réto. Donc vous voyez, c'est très très bien conservé. Et il est en pleine restauration actuellement, donc d'ici le temps que vous soyez en réto, il sera vraiment superbe à voir. Ici, un autre exemple de salon pompéien, vous voyez, avec une toiture voûtée, une décoration très sobre sur les murs, puisque vous avez simplement des murs unis avec une guirlande, hein, et de fausses fenêtres peintes à l'étage, et le bas du mur très sobre, des colonnes qui soutiennent le plafond, juste pour être joli. C'est pas nécessaire dans cette pièce. Hein. Ok. Bon. Et je vous montre maintenant quelques exemples de peintures mythologiques qu'on a trouvées dans ces salons. Donc celle-ci provient aussi de la maison des Vétilles. Vous avez la mort de Panthée. Donc Panthée est le cousin du dieu Bacchus Dionysos, mais il n'est pas un dieu. Donc Bacchus est le fils de Zeus, le roi des dieux, et d'une princesse thébaine qui s'appelle Sémélé. Or, la mère de Panthée, jalouse du bonheur de Sémélé, lui dit mais finalement, comme Zeus a séduit Sémélé en se transformant en clochard, euh, Agavée, la sœur de Sémélé, lui dit mais qu'est-ce qui te fait croire que tu es tombée enceinte d'un dieu? Ça tombe, c'est un vrai clochard qui t'a mis enceinte. Et toi, nouille comme tu es, princesse thébaine, tu as couché avec un clochard. Et Sémélé, qui est en proie au doute, va voir Zeus et lui demande de se révéler à elle sous sa vraie forme. Or Zeus, sa vraie forme divine, c'est le dieu de la foudre, donc c'est une boule de foudre. Il se révèle à elle sous sa vraie forme et Sémélé meurt foudroyé. Donc Dionysos jure de se venger. Et donc une fois arrivé à l'âge adulte, il revient à Thèbes. Entre-temps, le fils d'Agavée, donc la sœur de sa mère, donc son cousin, Panthée, est devenu roi de la ville de Thèbes. Et Dionysos vient vers lui. Dionysos a grandi en Turquie et il est habillé à la mode orientale. Et donc il vient vers lui, il dit ben voilà, je suis ton cousin. Et étant donné que je suis le fils de Zeus, j'exige de devenir le roi de la ville de Thèbes. Panthée lui dit bah, c'est rien du tout, c'est n'importe quoi ce que tu me dis. Moi je te connais pas, j'ai jamais entendu parler de toi. En plus, t'es habillé comme un étranger, ça tombe tu es un vrai étranger, tu n'es pas mon cousin comme tu le dis, et il y a rien qui me prouve que tu es fils de Zeus. Vas-y, fais un miracle, prouve-moi que tu es fils de Zeus, et après on en discutera. Et Dionysos va faire jaillir du sol un végétal qui n'existait pas encore auparavant. Ce végétal qu'il crée de toutes pièces, c'est la vigne. C'est logique puisque ce sera le dieu du vin. Panthée se moque de lui en disant mais tu viens d'Orient, rien ne me dit que ce végétal n'existe pas en Orient, et toi tu l'as pas fait pousser par magie, mais que tu as simplement importé ce végétal. Je ne te crois pas, ce n'est pas une preuve suffisante, je t'interdis de mettre encore les pieds dans ma ville. Du coup, Dionysos s'installe dans les bois autour de la ville et va commencer à pratiquer là-bas la magie. Comme les femmes de la ville sont très curieuses et qu'elles ont vu passer ce jeune homme qui est extrêmement beau, elles vont venir voir un petit peu ce qu'il fait. Et Dionysos va leur faire boire une potion magique. Alors cette potion magique, c'est en fait le vin qu'il vient d'inventer. Donc à partir de la vigne, il a créé le vin. Donc il leur fait boire du vin. Comme l'alcool n'existait pas encore auparavant, ces femmes deviennent très vite ivres mortes. Elles sont complètement saoules. Et Dionysos va jouer de la musique et elles vont entrer en transe. Et elles font ça toutes les nuits. Tant et si bien que les hommes de la ville commencent un petit peu à s'en inquiéter. Et donc ils avertissent le roi. Le roi va voir dans les bois ce qui se passe et Dionysos lui dit « Ah non, mon culte est interdit aux hommes. Je ne veux pas que tu viennes. » Du coup, la nuit suivante, Panthée se déguise en femme et va voir ce qui se passe. Dionysos le reconnaît mais il fait semblant de rien. Et donc Panthée, comme les autres femmes, va boire. Et puis ensuite, quand il sera ivre, au son de la musique, il va se mettre à danser. Dans l'Antiquité grecque, les vêtements n'étaient pas cousus, ils étaient juste drapés et tenaient avec des épingles et des nœuds dans le tissu. Ce qui veut dire que dans la danse, eh bien, ces femmes se dévêtaient presque complètement, parfois même complètement, puisque les vêtements se détachaient et tombaient. Et quand les vêtements de Panthée tombent,